L'actualité, fin de mission pour la délégation de la BAD en Côte d'Ivoire. Objectif principal, mettre en œuvre une stratégie de communication commune pour un retour réussi de l'institution dans le pays. 85 points, c'est le minimum requis pour être admis en classe de 6e à la rentrée prochaine. La décision a été prise ce mercredi en Conseil des ministres. La campagne électorale au Mali est terminée. Demain, 6 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Les attentes des populations sont nombreuses. Bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. Une stratégie de communication pour faire du retour de la BAD à Abidjan un succès. C'est l'objectif principal de la mission des experts de la Banque africaine de développement en charge de la communication. Elle vient de s'achever. Le reportage est signé Herman Yamia. Mission fructueuse selon le directeur des opérations pour le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire en Côte d'Ivoire après 5 jours de présence en terre ivoirienne. La délégation conduite par Matondo Fondani dit être venue faire le point du processus pour le retour de la BAD à Abidjan aux autorités ivoiriennes. Cette mission portait principalement, je dirais, c'était une opportunité afin que la Banque africaine de développement puisse reprendre contact avec les institutions et les organes de presse de Côte d'Ivoire pour que nous puissions nous mettre à jour. De 1000 agents quand elle délocalisée à Tunis, la BAD compte aujourd'hui 2000 et près de 90% de cet effectif ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Nous voulons que ce retour se fasse de façon harmonieuse pour que tous nos collègues qui ne connaissent pas Abidjan, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui viendront pour la première fois avec leur famille en Côte d'Ivoire, puissent s'y retrouver et s'y intégrer avec l'assistance de l'ensemble de la population. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon Matondo Fondani, va créer de nombreux emplois et va donner un coup d'accélérateur au processus de développement du pays. Déjà, ajoute-t-il, le Conseil des gouverneurs a approuvé un projet pour l'extension de la centrale Cyprel pour un montant de 50 millions de dollars et aussi pour l'extension de la centrale d'Azito. Comment arriver à créer un partenariat spécifique aux collectivités territoriales ivoiriennes et françaises? Le gouverneur du district d'Abidjan et l'ancien ministre d'État français, président de Cité Unie en France, ont échangé sur la question. Patricia Omouetia. Mobilisation générale au district d'Abidjan pour accueillir le président de Cité Unie France, Michel Delabarre. L'ancien ministre d'État français a apprécié à sa juste valeur cette grande mobilisation. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Ému, il a remercié le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, et les chefs traditionnels. Parlant des rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, Michel Delabarre indique que ces deux pays sont à un moment de leur histoire où ils doivent se rapprocher à travers leur collectivité territoriale. Le président de Cité Unie France a souhaité la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Proposition saluée par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Il estime que les rapports entre ces deux pays est une chance pour la Côte d'Ivoire car l'union des collectivités décentralisées est désormais une réalité. 85 points, c'est le minimum pour être admis en classe de 6e à la rentrée prochaine. La décision a été prise en Conseil des ministres. Evelyne Débat. Parmi les 67,03% d'élèves ayant obtenu le CEPE, ceux qui ont au moins 85 points, soit 10 de moyenne, pourront aller en classe de 6e. Le gouvernement ivoirien a pris cette décision pour donner la chance à la majorité des élèves titulaires du CEPE de poursuivre leurs études dans le premier cycle du secondaire, a indiqué le directeur des orientations et des bourses, Awokwe Jérôme, qui était face à la presse. Des mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous les élèves et mettre fin aux effectifs pléthoriques dans les classes, a-t-il ajouté. Cette année, il y a au moins 14 établissements nouveaux qui ouvrent. Et certainement que l'année dernière, en cours d'année, il y a eu des établissements qui ont ouvert.
Et d'ici là, le gouvernement a entrepris la construction annuelle de 50 établissements. Les résultats des affectations en classe de 6e seront connus le 16 août, soit un mois avant la rentrée scolaire 2013-2014, fixée au 16 septembre. La direction des orientations et des bourses demande l'implication des parents d'élèves dans le choix des établissements, tout en précisant que pour les établissements d'excellence, notamment le collège Sainte-Marie de Cocody, le minimum c'est 12 de moyenne en classe, 12 de moyenne à l'examen et 12 de moyenne dans les matières spécifiques. La direction des orientations et des bourses a aussi annoncé que dans une semaine, la barre d'admission en classe de seconde sera connue. La toxicomanie gagne du terrain. Comment venir à bout, principalement chez les jeunes? Le Lions Club et la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire ont décidé de coordonner leurs actions pour un meilleur résultat. Reportage Herman Yamia. La toxicomanie, le fléau devient inquiétant en Côte d'Ivoire. Chaque mois, ce sont entre 30 et 40 personnes qui arrivent à la Croix-Bleue de Williamsville pour recevoir des soins. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Il y a une période qu'on appelle l'adolescence, qui est donc une période située entre 11 et 17 ans à peu près, là où l'individu, de façon normale et naturelle, subit des pressions aussi bien physiques que psychiques. Et généralement, c'est cette adolescence-là qui est la grande porte d'entrée par les addictions. Les adultes, ça c'est vraiment au décours d'un événement douloureux, très pointu dans la vie, et ça peut arriver dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre relationnel. Comment prévenir les problèmes de santé mentale et de toxicomanie? Objectif de cette cérémonie de sensibilisation organisée par le Lions Club Région 13 en collaboration avec la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire. À travers cette cérémonie, les initiateurs entendent interpeller la jeunesse, frange de la population la plus touchée sur les conséquences de la toxicomanie. Dans le mois d'août, la journée décrétée par le Lions Club comme la journée de la toxicomanie. Nous sommes donc venus témoigner de l'appartenance de cette association dans le secours que nous pouvons apporter à la jeunesse, surtout dans ce fléau qui mine le monde, à savoir la toxicomanie, c'est-à-dire l'usage des drogues. Le centre d'accueil de la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire est le seul centre de la sous-région qui assure la prise en charge des alcooliques et depuis un certain moment accueille les toxicomanes. En plus des toxicomanes que le centre accueille, les responsables de la Croix-Bleue ont ouvert un centre de conseil et de dépistage volontaire du VIH-Sida. Yves Zogbo Junior, désormais ambassadeur pour la protection de la forêt ivoirienne, une fondation spécialisée dans le domaine avec l'appui du gouvernement ivoirien, a investi l'homme de médias pour véhiculer partout des messages de protection de la forêt. Chantal Akando. Yves Zogbo Junior, désormais porte-flambeau de la protection de la forêt ivoirienne. Il doit sur le terrain véhiculer le message de protection et de préservation de la forêt. Je suis un ambitieux, j'aime atteindre mes objectifs et je crois pouvoir dire qu'avec toute cette jeunesse, nous allons redonner à notre pays tout ce qu'il a perdu en matière de forêt. Le choix de Yves Zogbo n'a pas été fortuit. Il est homme des médias, connu sur le plan national et international, raison pour laquelle la Fondation Soundele Conan l'a désigné pour aller sur le terrain et sensibiliser les populations sur la déforestation qui menace le tissu forestier ivoirien. Cette importante mission devrait aider à véhiculer le message de détermination du chef de l'État, du ministère des Eaux et Forêts, de la Fondation pour la réhabilitation et la préservation des forêts ivoiriennes, dont les qualités influent inéluctablement sur celle de la vie des populations, en termes de santé, de prospérité sociale et la lutte contre le changement climatique. En Côte d'Ivoire, sur 15 millions d'hectares de forêt dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à près de 3 millions d'hectares. Une situation préoccupante pour le gouvernement ivoirien. On essaie de planter des arbres, ne serait-ce que pour que d'ici 2020, atteindre la norme internationale qui est de 20% du territoire national en termes de couverture forestière. Le ministère des Eaux et Forêts a donc décidé de soutenir toutes les actions de cette fondation en faveur de la reconstitution et de la réhabilitation du couvert forestier de notre pays. Africa Rice, centre de recherche dans le domaine du riz, relance de plus belle ses activités. Le centre vient de célébrer ses travailleurs pour leur courage et loyauté pendant la crise. Charles Tatou, reportage. Les journaliers de Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique basé à Mbé, dans la région de Gbeke,
ont été fêtés par leurs responsables. Durant la crise, ils ont contribué à préserver les installations du centre de recherche sur le riz en Afrique, le seul sur le continent. Le représentant régional de Africa Rice, Dr Amadou Moustapha Bey, a traduit la reconnaissance de l'institution à ses travailleurs. Si vous voyez que ce beau site existe encore, c'est parce qu'il a été préservé par les populations qui n'ont pas vandalisé. Et ça, quand même, ça mérite qu'on les remercie. Africa Rice produit depuis sa reprise en 2005 200 à 300 tonnes de semences de qualité supérieure destinées à la culture du riz dans ses 24 pays membres. Avec le retour de la paix et de la stabilité, la normalisation de toutes les activités est en vue. Le 3 septembre, il y aura le conseil d'administration qui se tiendra à Abidjan, le conseil des ministres, 2 semaines plus tard, qui va entériner la décision. Nous pourrons officiellement dire que nous pouvons revenir. Mais en attendant, nous sommes en train de renforcer le personnel ici. La reprise totale des activités de Africa Rice en Côte d'Ivoire permettra au secteur du riz de connaître une évolution. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, dépense chaque année un peu plus de 300 milliards de francs CFA dans l'importation du riz. Un habitat pour tous, c'est le challenge de l'Alliance ivoirienne pour l'habitat. Cette organisation non gouvernementale vient de lancer ses activités pour accompagner l'État ivoirien dans sa politique de logement. Patricia Omouetia. L'Alliance ivoirienne pour l'habitat relance ses activités pour défendre les demandeurs et les usagers du logement. La structure s'engage à aider et représenter au niveau national et international les usagers du logement en vue de rendre leurs actions plus efficaces. Nous cherchons à ce que notre pays soit un pays émergent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir des standards minima de construction identiques à ceux des pays développés. Et si nous devons construire des maisons, des habitats pour sous-développer, on n'aura pas fait de progrès. Allant des questions politiques à celles du secteur de l'habitat, le parrain de l'association, le ministre Essi Amara, a tenu en haleine ses filleuls en leur prodiguant des conseils. Selon lui, il est optimiste pour la Côte d'Ivoire car la politique de l'habitat, secteur important dans la vie d'une nation, est aujourd'hui en plein essor. Le président de l'Alliance ivoirienne pour l'habitat, Akwa Aizipol, est candidat à sa propre succession pour un mandat de 3 ans. Un fonds de plus de 3 milliards de nos francs pour financer les activités des jeunes dans la production et la distribution d'œuvres artistiques. Le projet est financé par la Caisse d'épargne de Côte d'Ivoire à hauteur de 70%. Serge Gangoma, Chantal Akanda. 3 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet. Un projet qui vise le développement des activités de production et de distribution d'œuvres artistiques et culturelles en Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord de partenariat entre le ministère de la Culture et la Caisse d'épargne pour finaliser ce projet va permettre dans sa phase de réalisation de créer plus de 2000 emplois et réduire les activités illégales dans le secteur des arts et de la culture. Des personnes qui sont à l'intérieur du pays, qui sont dans des quartiers, n'ont pas accès aux CD et produits originaux. Et donc, ils sont tenus par la nécessité de recourir aux produits piratés. Nous avons donc voulu apporter un appui à la production et à la distribution. Chargée du financement à plus de 70%, la Caisse d'épargne de Côte d'Ivoire va à travers ce projet octroyer des prêts remboursables. De façon pratique, le financement se fera avec, pour une installation de jeunes à hauteur de 1,3 million, 300 000, avec un apport de 10% de jeunes gestionnaires de kiosques culturels. Ce sont 130 kiosques de points de distribution d'œuvres artistiques et culturelles qui seront construits dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire pour la première phase pilote de ce projet. Une pompe hydraulique à fonctionnement solaire pour les populations de Ponanwelo, c'est à Djuekwe. Grâce à ce don de l'Association des ressortissants de Marcory aux États-Unis, ces populations ont désormais accès à l'eau potable. Thérèse Tapé-Yoboué. Ponanwelo est un village de plus de 3000 habitants situé à 30 km de Djuekwe.
Les populations de ce village ont désormais de l'eau potable grâce à l'association des ressortissants de Makori vivant aux États-Unis qui leur a offert une pompe hydraulique à fonctionnement solaire. L'ouvrage, dont les travaux ont débuté en mai dernier, a été remis aux habitants de Pona-Ouelo en présence des autorités politiques, administratives et coutumières de la région. Les chefs du village, le président de la mutuelle, ont exprimé leur gratitude à l'association des ressortissants de Makori vivant aux États-Unis pour le don. Ils ont profité de cette occasion pour présenter des doléances, notamment l'achèvement de la construction de l'école primaire de 3 classes et d'un centre de santé. Cette pompe, selon le représentant de la jeunesse, n'est pas un ouvrage privé. Elle appartient à toutes les communautés vivant à Pona-Ouelo. Quant aux donateurs, ils ont conseillé aux populations la création d'un comité de gestion pour un bon usage et l'entretien de la pompe. Ouvrir l'embouchure du fleuve Comoé, une solution contre les inondations en saison pluvieuse et aussi un moyen d'assainissement du plan d'eau lagunaire. Depuis 2011, le sujet est à l'étude. Des scientifiques viennent de se réunir à Grand-Bassam pour s'accorder sur la question. Le reportage de Francis Boifo. Abidjan est la capitale choisie pour abriter la 3e édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Une initiative de l'institution intergouvernementale plus connue sous le nom de EAA, Eau et Assainissement pour l'Afrique. Pour cette structure, la rencontre d'Abidjan permettra de relever des défis majeurs, entre autres le renforcement du partenariat Sud-Sud sur les problématiques de l'eau et de l'assainissement et une nouvelle orientation de l'exploitation des matières encombrantes ou indésirables pour assurer un assainissement durable. Lorsque nous avons les produits de l'assainissement, notamment les bouts de vidange, nous avons aujourd'hui des technologies affirmées qui peuvent nous permettre de produire de l'électricité à partir des bouts de vidange. Donc aujourd'hui, l'assainissement ne sera plus traité comme étant des déchets à écarter ou à mettre de côté, mais ce seraient des matières premières qui pourront nous aider en tout cas à faire face à d'autres problèmes que nous connaissons en Afrique, notamment la crise énergétique. Engagé déjà dans l'amélioration de la qualité de l'eau potable et de sa vulgarisation dans les zones rurales, ainsi que l'assainissement du cadre de vie, la Côte d'Ivoire se dit prête à abriter ce forum. Les défis à relever sur le continent en ce qui concerne l'eau et l'assainissement s'élèvent à 645 milliards en termes d'investissement. La priorité dans l'ensemble de ce programme est accordée aux zones rurales. Voilà, c'était un reportage de Patricia Oumouetia sur le forum sur l'eau. Direction maintenant Grand-Bassam. Des experts se sont rencontrés pour parler de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Des réflexions des experts hollandais et scientifiques ivoiriens, il a été adopté une solution pour l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé de Grand-Bassam. L'expert consultant de la Hollande nous a proposé 3 options. D'abord, une ouverture de base, comme on le faisait d'habitude. Une autre ouverture avec 2 épis de protection. Et une 3e ouverture avec un brise-lame et un piège à sable. Les experts ivoiriens, les scientifiques, ont préféré prendre l'option 2, qui est l'ouverture avec 2 épis de protection. Pour qu'aujourd'hui, si on ouvre, on aura peut-être à attendre 2 ou 3 ans avant de commencer le dragage. Alors que la première option, chaque année, il faut faire le dragage. Et la 3e option, qui jusque-là est expérimentale, ne peut pas être appliquée. Mais il faudra encore attendre 2015 pour voir les travaux démarrer. L'étude de faisabilité étant prévue s'achever en 2014. Il s'agira pour les experts de mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques, d'élaborer le budget et d'établir le calendrier d'exécution des travaux. Si l'embouchure est fermée, alors les salades d'eau viennent sur Abidjan. À la prochaine ouverture, les salades d'eau iront en mer et vont mourir en mer. Donc on n'aura plus tous ces désagréments à Abidjan. Abidjan sera propre et on aura l'appel des lagunes. Autre avantage, c'est qu'on n'aura pas d'inondation, par exemple du quartier Air France à Bassam. L'idée d'ouvrir l'embouchure du fleuve Comoé de Grand-Bassam par le gouvernement est née en 2011 à la suite des rats de marée qui ont fait plusieurs dégâts matériels à Port-Boué dans le district d'Abidjan.
La Côte d'Ivoire assure désormais la présidence du groupe de réflexion du mouvement écologique des pays d'Afrique et des Caraïbes. Décision prise par ces pays lors de la Journée mondiale de l'écologie. Les explications de Lassina Ouattara. On peut le dire tout net, la Côte d'Ivoire retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. C'est l'Ivoirien Yoroba Séraphin qui dirigera le groupe de réflexion du mouvement écologique d'Afrique et des Caraïbes les 3 années à venir. Ces pairs écologistes réunis du 21 au 23 juillet dernier à Lomé, dans la capitale togolaise, ont unanimement porté leur choix sur sa personne. Le nouveau président qui remplace à ce poste, Rufin Bassongier de la République démocratique du Congo, affiche de grandes ambitions pour l'organisation. En Côte d'Ivoire, nous savons que nous avons un pays qui est organisé. Il y a un ministère de l'Environnement, un ministère des Eaux et Forêts. Nous allons partir vers ces structures. Nous allons leur dire ce que on nous a confié comme tâche et que vraiment nous voulons travailler en amont avec ces structures. Nous allons partir vers les 77 pays pour échanger tant en formation et en information sur l'écologie. Naturellement, nous allons réfléchir sur tout ce qui est scientifique, tout ce qui peut détruire, tout ce qui peut améliorer. Célébrée le 20 juillet de chaque année, la journée africaine de l'écologie s'est déroulée au Togo autour du thème central « Tous ensemble pour la même lutte » à favoriser des échanges d'expériences et d'initiatives pour une synergie d'action locale dans le but de relever les défis écologiques et de promouvoir l'éveil écologique en Afrique et aux Caraïbes. Les participants à ce rendez-vous de Lomé se sont engagés à rechercher dans une synergie les solutions aux problèmes de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, des droits, des vivants, des résolutions des conflits, de la gestion efficace et durable des ressources naturelles. Pour la réussite de cette mission, il est donc impérieux que les partenaires au développement et les gouvernants se donnent la main pour soutenir les actions qui découleront de ce programme pour le bonheur des populations africaines et caribéennes. Un nouveau président pour l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Il a officiellement été investi aujourd'hui. Retour sur la cérémonie avec Patricia Omouetia. Le président de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a été officiellement investi. Alassane Demba est le président suprême des ressortissants de cet espace communautaire. Il promet d'œuvrer à l'intégration des peuples de la CEDEAO. Nous pensons à l'ensemble des États membres de la CEDEAO et aux différentes communautés résidant en Côte d'Ivoire que nous avons la lourde tâche de représenter, indique Alassane Demba. Occasion pour rendre hommage au président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara. Il exhorte également à prôner la tolérance et assure qu'il remplira avec abnégation la mission que lui ont confiée les ressortissants de la CEDEAO. Hors de nos frontières, au Mali, les attentes des populations sont grandes, les espoirs nombreux. Le nouveau président élu au soir du scrutin de demain devra principalement s'attaquer à la question du chômage, de la restauration de l'autorité de l'État et du développement du pays. Sylvie Touré, envoyée spéciale au Mali. L'enjeu semble être bien perçu des populations. Le scrutin du 28 juillet sonne comme un virage important pour le pays, une issue certaine de sortie de crise. Les Maliens ont bien compris. Donc il semble qu'il y a la mobilisation, il y a l'esprit de patriotisme, donc c'est que sûr, il y a beaucoup de monde. La population est très décidée à voter, parce que déjà, les problèmes que la population a eu ça et là, n'est-ce pas, pendant un an, avec la rébellion, tout le monde en a marre. Cette année, l'élection s'est bien organisée. On est prêt pour voter. L'élection doit être transparente et crédible. Parce que surtout, vu la situation actuelle du pays, le Mali mérite mieux que tout ça. Quoi. Déchiré en deux, le pays ne doit sa réunification, quoiqu'encore partielle, à la communauté internationale. Il est donc temps de reprendre les choses en main et faire face aux défis qui l'attendent. Renforcer la sécurité et faire la réforme de l'armée pour mettre l'armée dans les bonnes conditions, payer les armes nécessaires pour notre force de sécurité. C'est ça qui nous intéresse au Mali. Le problème d'emploi des jeunes, comme tout le monde sait, c'est le problème dans toute l'Afrique. Donc c'est un problème crucial. Nous les femmes, quand les enfants ont de l'emploi, ça nous met à l'aise. Donc après ça,
c'est le développement rural. Ce dimanche, 6 829 696 électeurs sont attendus aux urnes pour choisir parmi 27 candidats celui qui dirigera désormais le pays. Élections législatives cette fois, et c'est au Togo. Les premiers résultats du scrutin sont tombés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Sur les 26 partis politiques qui ont pris part au scrutin pour remporter les 91 sièges à l'Assemblée nationale, la balance penche déjà pour les deux principales formations que sont l'UNIR, le parti au pouvoir, et la coalition Sauvons le Togo. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines heures. L'actualité hors du continent nous conduit en Corée. Un gigantesque défilé militaire a été organisé à Pyongyang pour commémorer les 60 ans de la fin de la guerre en Corée. Occasion pour la Corée du Nord d'exposer des missiles de longue portée. Les images. Des soldats en rang serré, l'artillerie lourde, le tout sur les couleurs de la Corée du Nord. Aujourd'hui, Pyongyang et Séoul fêtent les 60 ans de leur armistice. Une commémoration aux allures de démonstration de force. Cette journée fait ressurgir les animosités historiques. Les bâtards américains continuent de dire qu'ils vont faire la guerre et qu'ils vont prendre notre pays. Même si nous sommes vieux, nous restons déterminés. Nous ne lâcherons pas nos fusils et nous sommes prêts à servir notre dirigeant Kim Jong-un pour l'éternité et pour parvenir en fin de compte à l'unification. Des mots à la gloire du pays et du dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un assiste à la parade avec le vice-président chinois. La Chine qui a combattu aux côtés des communistes pendant la guerre de Corée entre 1950 et 1953. De l'autre côté du front, les Sud-Coréens, capitalistes, soutenus massivement par les États-Unis. Un combat avant tout idéologique. Cette opposition persiste encore aujourd'hui dans le Nord comme dans le Sud. Ici, ce groupe conservateur fête cet anniversaire à sa manière. Il brûle le portrait des dirigeants nord-coréens. La communauté internationale doit condamner fermement les autorités nord-coréennes qui trompent leur population et leurs faux anniversaires. La commémoration officielle à Séoul se voulait plus sobre. L'occasion pour la présidente de demander à nouveau à la Corée du Nord de renoncer à son programme nucléaire. Un appel dans un contexte de regain de tension avec les essais militaires de Pyongyang au début de l'année. En bref et en images, le Brésil, les États-Unis, mais tout d'abord la Syrie, où l'usage d'armes chimiques par les rebelles fait l'objet d'une enquête. L'ONU et la Syrie sont parvenus à un accord sur l'emploi éventuel d'armes chimiques. Suite à cet accord du gouvernement syrien, 2 envoyés spéciaux de l'ONU ont eu des entretiens à Damas avec le ministre des Affaires étrangères. Les Nations Unies ont réclamé un accès généralisé à l'enquête et Damas a insisté pour que l'ONU enquête sur l'usage d'armes chimiques par les rebelles dans la ville de Khan al-Assel le 19 mars dernier. Au terme du procès, des manifestants ont réclamé la libération du soldat Bradley Manning, accusé de la plus grande affaire de fuite de documents classifiés de l'histoire américaine. Son avocat a argumenté que son client n'était pas un traître. Le jeune soldat a reconnu avoir fait fuiter quelques 700 000 documents militaires et diplomatiques classifiés, mais a plaidé non coupable contre l'accusation d'avoir aidé Al-Qaïda. Outre le chef de collusion avec l'ennemi, il encourt un total de 154 ans de prison. Le verdict est attendu dans les prochains jours. À Rio, c'est un pape infatigable qui continue son marathon de rencontres avec une foule en liesse. Sur la plage de Copacabana, où les chapelets et les crucifix ont remplacé les strings, un chemin de croix traditionnel, moment de ferveur, est prévu avec les fidèles. À chacune des 14 stations, le pape évoquera des thèmes qui touchent les jeunes en particulier. Il a appelé la jeunesse à faire de l'agitation dans leur diocèse, ce que n'ont pas manqué de faire des centaines de manifestants pour protester contre les dépenses, 40 millions d'euros, pour l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse et la venue du pape au Brésil. Voilà, c'est sur ces images du Brésil que ce journal s'arrête. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Son épouse était une menteuse. Elle avait menti à chacun de ses sourires, à chacune de ses caresses.